20 ans. Elle a décidé de rendre ce parcours inspirant public aussi, en aidant aujourd'hui les autres à se libérer, à reprendre le pouvoir sur leur vie. Aujourd'hui, elle est avec nous, conférencière, auteure, c'est son 3e livre. Myriam Kaiser, bonjour. Bonjour. Ton livre s'intitule « Otage du silence » parce que tu as décidé de garder le silence et de garder cette histoire-là pour toi pendant plusieurs années. Alors, pourquoi aujourd'hui avoir voulu le partager? Bien, c'est sûr que c'est tout un parcours, puis je peux dire que je pense que dans notre vie, quand on vit quelque chose d'aussi gros, c'est important de prendre une distance puis se dissocier de ce qu'on a vécu avant de replonger dedans. Il y a vraiment une période qui est importante de retrouver notre jeu, qui on était avant cette histoire-là, qui on était avant qu'on dépose sur nous toutes ces limites. Parce que c'est un peu ce qui arrive quand on nous offre autant de violence. C'est les limites des autres, dans le fond, qui sont déposées sur nous. Donc, il faut se dissocier de ça avant de pouvoir en reparler d'une autre façon. Et qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans une secte à l'âge de 2 ans? C'est difficile à comprendre quand on ne connaît pas l'histoire. Bien, si je fais une longue histoire courte, si on revient dans la fin des années 60, le début des années 70, il y avait vraiment une grosse rupture dans l'Église avec le Concile Vatican II. Mes parents, nous autres, on était de Belgique. Donc, mes parents, c'était des gens qui avaient grandi dans la foi catholique traditionnelle. Et cette rupture-là était très difficile à vivre pour eux. Donc, ils se sont mis en quête, ils ont cherché. Et ça leur a été présenté. Mais dans cette époque-là, il y avait beaucoup de sectes, beaucoup de mouvements qui étaient des petits mouvements. Donc, le mot secte n'était pas aussi péjoratif dans ces années-là qu'il l'est devenu après les grosses tragédies comme Jonestown ou lors du Temple solaire ou toutes les histoires qu'on connaît, oui. C'est ça, qui sont devenues des histoires d'horreur. Donc aujourd'hui, c'est très, très péjoratif ce mot-là, mais dans le temps, c'était, aujourd'hui, il y a plein de mouvements qui se font en marge de certaines choses, Donc c'était un mouvement juste, c'est ça, eux, ils prétendaient sauvegarder la foi comme elle était. Et ce qu'on a proposé à mes parents, ça s'est avéré autre chose que ce qui était. Donc, Et c'était un milieu qui était fermé. Donc, toi, tu n'avais pas accès au monde actuel. Donc, c'était vraiment un autre monde, on peut le dire. C'était une autre planète. Puis parle-nous je sais qu'il y a des choses que tu ne veux pas parler. On ne rentre peut-être pas dans la violence que tu as vécue, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as vécu là-bas? Parce qu'on t'a tout enseigné là-bas, des croyances, on t'a éduqué dans cette secte-là. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. Mais j'ai aucun problème à parler de l'histoire. C'est de nommer la secte que j'évite de faire parce que je trouve que ça fait juste amener plus de haine. Je comprends. Puis l'autre chose aussi, c'est que quand moi j'étais vue en public, mais c'était sur moi comme enfant que les gens de l'extérieur s'en prenaient. Moi, on me lançait des œufs, on me lâchait des chiens sur moi parce que j'étais un visage de ce culte-là. Alors que c'est des gens de l'extérieur? Oui, c'est ça, parce que pour eux, tu es le visage de cette secte-là, alors que les gens réalisent pas que tu es déjà un enfant qui a été violenté et on te victimise à nouveau quand on fait ça. Donc, c'est un peu une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de ne pas nommer parce que c'est pas l'objectif pour moi. Pour moi, l'objectif, c'est beaucoup plus de montrer aux gens comment on peut avoir vécu le pire puis se sortir de ça. Donc, le quotidien, pour répondre à ta question, écoute, dans ma petite enfance, ça a été très violent. C'est sûr qu'à mesure que j'ai grandi, j'étais devenue une toffe, là, donc on se défendait comme on pouvait. Mais oui, c'était un culte qui était basé sur le religieux. Donc, j'ai été un enfant voilé dans mon très jeune âge. Donc, oui, ça, c'est quelque chose aussi qui est très d'actualité. Et c'est ça. Comment est-ce qu'on sait qu'en tant qu'enfant, parce que tu es arrivé là jeune, qu'il y a quelque chose qui cloche? Parce que quand même, tu étais jeune, tu as été éduqué d'une telle façon, tu n'as pas rien vu d'autre tant que ça. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'il y a quelque chose qui cloche, puis ça va pas, puis on n'est pas dans le bon milieu, on n'est pas dans le milieu qu'on devrait être? Bien, c'est sûr que c'est dur et c'est long avant que ça finisse par frapper, comment je dirais ça, la réalité à l'intérieur de toi. Parce que comme la violence est inconnue, bien, c'est sûr que tu sais pas. Donc, c'est pas comme les gens à l'extérieur qui ont beaucoup de ressources. Donc, c'est long. C'est pour ça que ça a pris quand même jusqu'à mes 21 ans pour me sauver définitivement. Quoique je m'étais sauvée 2 fois avant ça. Mais je pense que tout ce qui est vivant cherche la lumière. Donc, inconsciemment, on cherche à être qui on est
Et moi, je faisais tout ce qu'on me demandait. J'essayais de me mouler, de me modeler, et ça fonctionnait pas. J'avais à l'intérieur de moi un petit quelque chose qui voulait pas mourir. Et j'étais ce type d'enfant, pas modelable, pas cassable. Et curieusement, ça m'a fait énormément souffrir dans ma jeunesse parce que j'aurais voulu être modelable. J'aurais voulu, tu sais, c'était devenu ma famille, j'aurais voulu faire partie d'eux. Puis même dans ce milieu-là, je faisais pas partie. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est la chose la plus précieuse que la vie m'a donnée, mais dans ce temps-là, j'en souffrais. Puis quand tu vis dans un contexte comme ça, tu vis beaucoup de violence parce qu'on veut te casser, que toi, tu veux être cassé et que ça fonctionne pas. À un moment donné, je me sentais rejetée même de ce milieu-là. Et comment est-ce qu'on se sent lorsque, à 21 ans, on sort de là pour faire face au vrai monde ou à la réalité? Ça doit être énormément difficile alors qu'on a eu une éducation complètement différente. Il faut se rééduquer de la société puis du monde. C'est sûr que ce livre-là, c'est mes 21 ans. Donc, il finit sur ma dernière évasion. Ça serait un autre ouvrage de 500 pages d'écrire l'après. Parce que les gens... Est-ce que c'est un projet? À ce point-ci, là, je suis comme en mode pause pour l'écriture parce que c'est trois livres dans un an et demi, donc je sais pas. Une étape à la fois. Oui, c'est ça. Puis ce livre-là, tu sais, au fil des années, la demande a été récurrente, puis je voulais pas le faire pour le faire. J'avais besoin de trouver mon pourquoi. J'avais besoin d'avoir une intention. Donc, ça va être la même chose si jamais il y a une suite, puis on va décanter les choses. Mais c'est ça, pour répondre à ta question, ça a été presque aussi difficile de vivre l'après dans les premières années que de vivre ce que j'ai vécu parce que les gens ne savaient pas du tout d'où je venais. Puis tu sais, moi, la première fois que j'étais allée dans un magasin, j'étais obligée de regarder qu'est-ce que les gens faisaient. Là. Je savais pas quoi faire. J'avais aucune notion de rien et j'avais pas de l'air d'une demeurée, donc j'ai été jugée très âprement. Il y a des gens qui n'ont pas été super gentils, mais en même temps, je savais qu'ils savaient pas, puis moi, ben je le disais pas parce que c'était péjoratif, là. C'est vraiment une deuxième vie, carrément, on peut le dire. Là. C'est carrément ça. C'est vraiment une deuxième vie. Puis, ben, aujourd'hui, tu t'es reconstruit. C'est ça qui est beau dans cette histoire-là. Et des fois, ben, on parle de cette histoire-là, puis on pourrait se dire, mon Dieu, c'est inimaginable tout ce que tu as vécu, puis tu as été capable de t'en sortir. C'est sûr que c'est un chemin d'une vie. Mais ça a été quoi, toi, les premiers outils qui t'ont aidé à découvrir qui tu étais vraiment? C'est sûr que j'ai fait comme monsieur, madame, tout le monde. J'ai cherché beaucoup. Tu sais, j'ai passé des psychologues, travailleurs sociaux. Je suis allée voir les médiums, tous ceux qui savent alors que toi, tu sais pas finalement. Et j'ai fait moi-même des études en psychologie pour essayer de découvrir les secrets de l'âme humaine. Mais je vais te dire, c'est pas vraiment là que ça s'est mis à parler. C'est beaucoup plus dans la nature. Puis la nature, ce qu'elle m'a apporté, c'est que oui, il y a une présence qui dit rien, mais il faut que tu sois hyper en alerte au niveau de tes sens pour capter quelque chose. Puis ça s'est mis à se révéler à moi et ça m'a permis de revenir dans un sentier que j'avais perdu parce que quand on est violenté comme je l'ai été, mais le sentier, on veut pas qu'il soit trop là. Donc, j'avais vraiment perdu mon sentier et ça s'est mis à se déployer au niveau de ma conscience, l'importance de revenir à son sentier. Et là, j'ai commencé à enseigner aux gens à mesure que je marchais cette route-là. Et les gens qui venaient aux formations que je donnais des formations, celle par exemple qui s'appelait Les émotions au cœur de l'être, qui aujourd'hui s'appelle La route des maîtres. Mais c'est vraiment des formations où on revient en contact avec ce qui nous traverse. Tu sais, on réapprend à s'écouter, à s'entendre, mais à se croire, parce que la plupart des gens dans leur éducation, peu importe que tu aies vécu quelque chose aussi gros ou moins, c'est toujours le sentier qui est coupé. Et ça fait que, tu sais, on peut parler de confiance en soi, d'estime de soi, on peut parler de tous ces grands thèmes-là, mais c'est toujours basé sur rien, c'est toujours à recommencer parce que la base n'est pas là. Puis la base, c'est notre sentier, c'est notre GPS. Donc, quand j'ai découvert ça, moi, je m'étais promis que si je trouvais quelque chose qui était rapide, puis qui répondait vraiment à tout ce qu'on cherche comme humain pour se tenir debout puis vertical, bien, je l'enseignerais. Donc, quand j'ai trouvé quelque chose qui s'est avéré vraiment efficace puis rapide, j'ai commencé à l'enseigner et j'ai écrit aussi. Le livre que j'ai écrit, S'accompagner soi-même, c'est ça, c'est les plus grands outils que j'ai trouvés. Ça t'a pas fait peur d'être dans le ressenti, justement, avec tout ce que tu avais vécu, de te reconnecter à tes 5 sens? C'est sûr que il faut traverser certaines choses. Tu sais, oui, j'ai une mémoire cellulaire, puis quand ça l'arrive, ben, je l'accueille. Tu sais, c'est comme chaque fois qu'il y a une contraction, je l'accueille, puis c'est la seule façon de le dénouer de toute façon. Puis quand tu comprends comment ça fonctionne, ça va tellement vite.
C'est tellement efficace. Puis, tu sais, je dis tout le temps aux gens, je suis mon meilleur témoin. Parce que, oui, j'ai vécu le pire, parce que, pense-le, ça m'est arrivé. Puis aujourd'hui, je suis paisible. Puis, il n'y a personne qui peut me décentrer de cet espace-là. Il y a des gens qui ont cette tendance-là à la négativité juste parce qu'il ne fait pas beau à l'extérieur, parce que leur jeans a déchiré, des petites choses comme ça, de la difficulté à voir le positif. Quand on a vécu le pire, comment est-ce qu'on fait pour retrouver le positif, le ramener dans notre vie, ou même juste le voir? Bien, c'est sûr que j'ai des façons de voir qui sont très différentes. Moi, je pense pas qu'il faut juste chercher le positif. Je pense que le positif puis le négatif, c'est un peu comme l'ombre et la lumière, ça se dissocie pas. C'est comme le jour puis la nuit. Puis il faut accueillir qu'est-ce qui est là comme c'est là. Si tu te sens contracté parce qu'il y a quelque chose qui se présente, il faut que tu rentres dans ta contraction, elle a quelque chose à te dire. Parce que si on cherche le positif, c'est un peu comme un tapis volant. Il y en a qui prennent des tapis décadents, on les regarde les droguer, puis on trouve qu'ils n'ont pas de sens, là. Mais quand on est dans des tapis volants, puis c'est un peu ça aussi, aujourd'hui, on est dans des grandes vagues de la grosse business spirituelle, puis je trouve que, tu sais, on a beaucoup de tapis volants, on est beaucoup accrochés dans les nuages, puis dans l'ésotérisme, que j'appelle des fois l'ésoterrorisme, là, pour m'amuser un peu, puis graffiner la grosse business, mais c'est que l'équilibre, elle vient avec le beau et le laid. La lumière comme la noirceur, puis un va pas sans l'autre. Puis tu sais, c'est comme les gens peuvent regarder qu'un parcours comme ça, puis voir ça comme si c'est « oh wow ». Mais tu sais, la résilience, c'est pas un lieu qu'on atteint. C'est un rodéo. C'est quelque chose que c'est jour après jour qu'on décide qu'aujourd'hui, je vais être verticale. Puis s'il y a quelque chose qui se présente, qui me jette à terre, bien, je regarde qu'est-ce qui se passe, puis je me relève avec bienveillance, là. Mais c'est pas quelque chose que c'est une élite, puis t'as attrapé quelque chose que t'as pour tout le temps, là. C'est pas ça. Ah, puis moi, je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus. Puis même avec mes clientes en coaching, je dis toujours, OK, regarde, ça va pas, c'est correct que ça va pas. Là, puis des fois, le message, il est dans la contraction. Mais oui, absolument. C'est l'enfant qui se lève, puis qui retombe, puis qui se lève, puis qui retombe. Le positif vient après la contraction, mais si on la vit pas, ça revient toujours. Oui, puis les choses qui nous contractent dans la vie, moi, j'ai réalisé que c'était toujours en train de te dire que c'était exactement là qu'il y avait une blessure, puis la blessure, elle est parce qu'il y a un espace de toi qui n'a pas été vu et validé. Donc, si toi, tu ne donnes pas le temps de voir et valider cet espace-là pendant qu'elle se contracte, bien, tu es encore en train de faire ce que ceux que tu pointes du doigt t'ont fait. Donc, c'est pas juste un beau discours, c'est vraiment comme ça, moi, que j'ai trouvé que ça fonctionne, puis ça fonctionne vite. Une histoire très inspirante. Merci beaucoup, Myriam Kayser, d'avoir été avec nous. Tu es au Salon du Livre aujourd'hui, demain et même aujourd'hui non, on est vendredi, c'est bon. Oui. Dans ma tête, on était samedi. Vendredi, samedi, dimanche au Salon du Livre de l'Outaouais au Palais des Congrès de Gatineau. Oui. Et tu seras de retour aussi pour le Salon de l'éveil de Cathy Tropiano au Palais de Congrès aussi les 23 et 24 mars. Est-ce qu'on aura la chance de te voir en conférence là-bas? Oui, je vais présenter au Salon de Cathy mon livre, justement. Donc, ça va être la présentation du livre Otage du silence pour ceux qui veulent m'entendre sur ce parcours-là. Merci beaucoup. Tu as un site Internet, je le cherche. Le www.porteurdeflambeau.com, puis une chaîne YouTube avec une centaine de vidéos. Donc, on peut en apprendre plus sur toi. Porteur de flambeau aussi, qui est ton titre. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Plaisir.